Born Podcast. Comme vous le savez, ce podcast est soutenu par Impulse Nutrition, une marque française de qualité qui vient de fêter son premier anniversaire et qui pour l'occasion vous fait bénéficier de 20% de réduction sur l'ensemble de la gamme. Pour cela, utilisez le code BORN au moment de passer commande. Vous ne serez pas déçus, tous leurs produits sont pensés pour les athlètes d'endurance et fabriqués en Vendée. L'offre est valable jusqu'au 17 juin, alors foncez. Je vous laisse avec l'épisode. Salut Aubin. Salut Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On est au Puy, il y a le trail du Saint-Jacques demain je crois, trail UTMB. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Hier j'ai dit que je t'aurais en podcast, on m'a dit sur Insta, est-ce qu'il a conscience, Aubin Ferrari, d'être l'ultra-trailer français le plus sous-coté du paysage ? C'est vrai que t'es assez discret finalement et t'as un frère qui est plutôt médiatisé. Ouais, effectivement, mon frère prend beaucoup de place. Moi, je suis plus discret, même si j'essaye d'être sur les réseaux parce que c'est devenu un peu quelque chose d'obligatoire vis-à-vis des sponsors, hein. C'est-à-dire que maintenant, les résultats ne suffisent plus si tu veux être athlète professionnel, ou alors j'ai pas assez de résultats en tout cas pour l'être tout court. Mais du coup, Aubin Ferrari, ça fait 10 ans que je pratique le trail et plus particulièrement l'ultra trail avec mon premier en 2016, qui était le Tour du Beaufortin. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai comme idée de me professionnaliser. En fait, c'est vrai que j'ai toujours fait du sport loisir. Alors avant, du ski de fond où j'essayais d'avoir du haut niveau pendant mes études, lycée, études supérieures. Mais j'ai pas réussi. Puis après, je suis passé sur le trail. Là, c'était vraiment plus pour prendre du plaisir. En fait, c'est ma performance à l'UTMB 2024 où j'ai fait 14e qui m'a fait réaliser qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dans ce sport. Et depuis, justement, en 2025, j'ai commencé à réduire mon temps de travail à 80%. Et là, en 2026, je l'ai encore réduit à 50% pour minimum 2026-2027, puis voir après ce que je pouvais faire. Il y a plein de questions qui me viennent. Donc déjà, t'as quel âge toi ? J'ai 29 ans. Hugo, à quel âge lui ? 34. On a 34. 5 ans d'écart. Ok. Et donc, je sais que tu viens en Suisse. Déjà, pour parler du ski de fond, je sais plus qui me disait ça. Je crois que c'est Romain Donneux qui me disait que souvent, les bons skieurs de fond qui percent pas se recyclent vers le biathlon. C'est pas ce que tu as voulu faire, toi ? Mais j'ai essayé le biathlon au lycée, justement, mes 2 premières années. Donc, j'avais quoi ? J'avais 15 et 16 ans, je crois, à peu près. Peut-être 16-17, parce que j'avais une année de retard déjà. Sauf que je me suis très mal entendu avec mon entraîneur. Du coup, il n'y avait pas vraiment de plaisir, sachant qu'en plus, j'étais particulièrement nul au tir. C'est-à-dire que j'allais sur la note pénalité non-stop. Ouais. Du coup, j'ai senti que c'était pas vraiment un sport pour moi et j'étais repassé au ski de fond au bout de 2 ans, parce que ça faisait pas. Je m'entendais pas avec l'entraîneur, plus j'étais nul aux compétitions du fait que je tirais vraiment très mal. Donc non, j'ai pas voulu insister trop dans ce sport. Et nous, en Auvergne, même s'il y a quelques massifs montagneux et tout, il n'y a pas une grosse culture de ski de fond. Est-ce que tu peux me dire un peu, c'est quoi ? Vous êtes vraiment des très bons mecs endurants. C'est quoi la culture un peu ski de fond ? Je connais pas du tout. Ouais, c'est vrai que le ski de fond, il y a quand même des sacrés VO2. En fait, je pense que le ski de fond, c'est ceux qui viennent de la montagne et qui n'ont pas voulu faire un peu de ski alpin, qui préféraient un effort plus cardio, on va dire. Parce que le ski alpin, c'est peut-être presque plus physique que le ski de fond au final, hein. Mais plus cardio en tout cas. Et puis ouais, c'est des sacrés moteurs parce que les courses, elles sont assez courtes au final. Bon, on a aussi des longues en ski de fond maintenant, mais typiquement du biathlon, on va prendre la plus longue qui est l'individuel qui va faire 45 minutes. Mais les mecs, ils font des semaines à plus de 30 heures l'été. Au final, ils font un volume de fou, et ce qui fait que ouais, ils tapent des grosses VO2, puis s'ils viennent en trail, ils vont nous faire mal. Et vous en faites beaucoup, ça, dans les Alpes, par exemple, à l'école, vous allez faire du ski de fond, ça se fait ? Oui, moi j'ai découvert le ski de fond justement à l'école primaire. Alors je sais plus, CM1, CM2, où on avait une classe ski. Après voilà, c'est du ski de fond en fait, on nous met sur des skis, puis on nous montre un peu ce que c'est glisser. Mais du coup ça met une première approche, puis qui est sympa, ça fait une belle découverte du sport. Après, est-ce que maintenant ils le font toujours ? Est-ce que toutes les écoles le font ? Pas forcément. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai découvert ce sport. Ouais. Et forcément, les skieurs de fond sont un peu... J'imagine qu'ils courent beaucoup l'été, non ? Ouais, en fait, la préparation. Alors, il y a aussi du ski à roulette. Moi, j'avais horreur de ça. Mais sinon, c'est beaucoup de course à pied et de vélo. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai commencé le trail en 2016. En réalité, j'ai toujours couru l'été. C'est Ouais. juste que je faisais pas de compétition avant.
Donc les skieurs de fond, si vraiment ils voulaient transférer sur la course à pied, ils seraient très forts en fait. Tout ça. Ouais, bah typiquement, on pense à un Martin Fourcade quand il a arrêté, on s'est dit bah s'il vient en ski, ça va être stratosphérique. Ou Au même trail, tu veux dire, au s'il vient au trail, ouais, trail. Ouais. pardon, s'il vient au Mais il trail. en fait pas un peu d'ailleurs? Mais pas en compétition Ouais, en pas en fait, donc on compète. se rend pas compte de son niveau. Mais je pense à un Émilien Jacquelin qui avait fait le 21 du marathon du Mont Blanc, je sais Ok. plus le nom, puis qui avait été loin d'être ridicule, alors qu'Emilien en plus c'est un gabarit quand même vraiment costaud, sachant que c'était montagneux cette course. C'est là qu'on voit qu'il y a du potentiel. Puis même sur 10 km, je pense à un Ed Wielanger qui est quasiment à 100 kilos et qui fait 31 minutes aux 10 km. Ouais. Pour quelqu'un qui fait 100 kilos, c'est impressionnant. 2 mots sur Émilien Jacquelin, tu la vois comment sa carrière à vélo là? C'est un peu Ah, osé. pour moi, c'est un peu du buzz, parce qu'il va pas réellement avoir de carrière en vélo, voilà, même dans les sprints. En fait, le problème, c'est que déjà, il est trop lourd pour passer l'école. Faudrait qu'il perde beaucoup trop de muscles du haut du corps qui sont complètement inutiles en vélo, sauf s'il veut faire Paris-Roubaix dans les pavés. Mais sinon, ouais, c'était un peu du buzz pour moi, Ouais. 100%. Enfin, c'est pas vraiment du buzz, mais c'est du plaisir. Il le sait d'ailleurs, il en a conscience que ça va Oui, être. oui, totalement, mais on Ouais. le verra jamais sur des courses télévisées. Il va être toujours peut-être sur des courses de seconde zone avec l'équipe, justement, je sais plus comment ils appellent ça, de Décathlon. Ouais, l'équipe, anciennement l'équipe junior, ouais. Et tu vis en Suisse, je crois, Oui, hein, c'est ça? exactement, ça fait depuis 2022, ça fait 4 ans. Et pourquoi? Si c'est pas indiscret, pour le boulot? Non, pour rejoindre ma compagne, en fait, de D'accord. base, que j'avais rencontrée fin 2020. J'étais allé faire une course justement en Suisse et on s'était rencontrés là-bas. Puis du coup, depuis 2021, bah, je cherchais forcément un boulot pour la rejoindre parce que je pouvais pas la rejoindre juste comme ça. Et j'ai mis une petite année à trouver, puis après, bah, voilà, depuis 2022, je suis installé avec elle en Suisse. Ok. Et tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans le ferroviaire. Je fais tout ce qui est les installations de sécurité, en fait, la sécurité autour du train, entre les trains et les voitures, donc les passages à niveau typiquement, tout ce qui est enclenchement mécanique qui peut empêcher deux trains de se rentrer dedans, deux trains de se rattraper, donc vraiment en fait toute la sécurité autour du train. Les trains suisses sont plus à l'heure que les trains français ou pas? Oui. Ah oui? Typiquement, quand je fais des voyages C'est... Suisse-France, je sais que la partie suisse, ça va bien se passer. Puis quand tu arrives en France, tu serres les fesses, c'est chaud. Ouais, ok. Et je crois savoir que tu fais un peu de coaching aussi à côté. Oui, totalement. J'ai commencé en octobre passé, en fait, avec Clément Uriez, que j'avais rencontré à Tignes en août. On avait fait pas un podcast ensemble, mais une vidéo. Ces fameuses vidéos où il s'entraîne avec un athlète. Et il m'avait parlé de ça, justement. Puis moi, ça faisait un petit moment que je cherchais comment me lancer. Et du coup, il m'a proposé, bah voilà, lui, il monte une structure avec ce qu'il appelle des mentors. Donc, les mentors, c'est les athlètes de haut niveau. Et puis ensuite, bah voilà, on a nos propres athlètes. Et c'est Clément qui supervise le tout, en fait. C'est vraiment Clément, le coach de la structure. Puis ensuite, nous, on gravite autour en tant que mentor. Ouais, ok. Et t'as passé les diplômes et tout ça ou c'est quand? Non, justement, c'est pour ça que je peux pas dire que je suis coach, mais mentor. Ok, C'est vraiment Clément, le coach de la structure. ouais. Et j'ai vu que tu t'entraînais seul, toi, si je me trompe pas. Oui, alors ça fait un petit moment que je suis seul aussi, bah, depuis le Covid en fait. Mais là, j'ai voulu reprendre un entraîneur, donc Nicolas Martin. Ouais, Mais voilà, dans un premier temps, en fait, il va superviser mon entraînement. Il va pas réellement m'entraîner jusqu'à l'UTMB parce que bah voilà, c'est récent. Il voulait pas tout chambouler, sachant que j'étais dans une bonne dynamique de progression. Donc il m'a dit, bah écoute, Thomas, je supervise ce que tu fais jusqu'à l'UTMB et puis ensuite on avise. et pourquoi t'entraîner seul? Parce que c'est quand même hyper technique, tu vois. J'ai eu la semaine dernière Joseph Mestralé. Quand tu vois la technicité des entraînements en trail, putain, pour s'entraîner seul, faut... Ouais, bah justement, de 2018 à 2020, j'avais déjà eu Nico, ou 2017, je sais plus quand j'avais commencé exactement avec lui. Et en fait, le problème, c'est que 2020, ça correspond bah, à une sale période dans la période Covid, plus mon entrée dans la vie Active. d'adulte, on va dire, la vie active, ouais, où j'ai eu mon job. Et le problème, c'est qu'avec mon job, du coup, le soir, c'est pas forcément physique, j'étais à la SNCF à l'époque, mais le problème, c'est que t'es non-stop dehors, voilà, c'est un métier d'extérieur. Donc tu subis les conditions, tout ça, tu es un peu debout, accroupi, tu vas pas porter de charge lourde. Mais voilà, le soir, en fait, des fois, tu sais pas pourquoi, tu vas être cramé, puis bah, il se trouve que ce soir-là, tu avais une intensité à faire. D'autres soirs, tu vas être bien, puis en fait, tu as juste un footing récup. Et en fait, j'arrivais pas vraiment à suivre ses plans. Donc je me suis dit, bah Nico, c'est pas la peine, parce que chaque fois, je te fais tout bouger, au final, je respecte absolument pas les plans que tu me fais.
Donc j'ai voulu m'entraîner seul. Puis en fait, maintenant, bah voilà, j'ai pris un peu l'habitude du travail. Bah, surtout maintenant que je suis à 50, j'ai plus de temps. Mais même en 2024, à 100%, en fait, je me faisais mes plans moi-même et j'arrivais totalement à les suivre, mes plans. Je les remodifiais pas de jour en jour. Et du coup, bah là, j'ai senti en fait que je commençais à tourner en rond cette année au niveau de mes entraînements, que c'était un peu toujours pareil, que j'ai besoin d'autres choses pour me motiver. Et c'est pour ça que j'ai redemandé un peu d'aide à Nico, parce que j'essaie aussi vraiment de faire toute une structure autour de moi pour aller vers le haut niveau. Et je pense que m'entraîner seul, même si j'ai des connaissances assez élevées là-dedans, j'ai besoin de quelqu'un justement pour mieux me guider. Ouais. En termes de volume horaire, quand on est ultra trailer comme toi, ça représente quoi? Mais au final, j'ai pas un volume énorme parce que je fais très peu d'autres sports à côté de la course à pied. On va dire que dans la semaine, j'ai 2 muscu d'une heure quoi, qui viennent se rajouter, plus un petit peu de vélo, mais c'est pas hyper régulier. Donc ça va représenter 10 à 20 heures. On va dire ça, c'est la majorité de l'année. Et Ah, tu passes après... du simple au double quand même. Entre 10 et 20, c'est pas pareil. Non, non, mais voilà, en fait, moi, souvent, c'est des blocs de 4 à 6 semaines Ouais. où je vais partir de 10 heures en allant vers les 20 heures. Donc en termes de kilomètres, on va dire de 100 à les 160. C'est rare que je dépasse 160 durant l'année quand même. Et après, il y a la période estivale où là, bah, surtout cette année, je vais vraiment pas travailler de l'été. Plus mon stage à Tignes en altitude, ça peut monter à des 30-35 heures. Oh, ah ouais. Mais après, voilà, le rythme, il est pas du tout le même. Il va y avoir pas mal de randonnées en montagne, enfin vraiment un rythme cool. Ouais. Alors quand je m'entraîne chez moi, ça va beaucoup plus taper parce que j'ai pas vraiment de grosses montagnes pour faire des randos courses. Donc un 160 km chez moi, ça va me prendre à peu près 14 heures, 14-15 heures si j'arrive quand même à avoir 7-8 000 de dénivelé. Alors que là, à Tignes, bah, tu vas faire une sortie de 50 kills, ça peut te prendre 8 heures, quoi. Ouais. Donc ça fait vite des heures, mais des heures beaucoup plus faciles que ce que je fais le reste de l'année. Je me rappelle, j'ai vu Hugo Ferrari l'an dernier à Tignes, je m'étais foutu de sa gueule parce que sa séance du jour, c'était 6 heures de marche à Tignes, quoi. Je me suis dit, Ah mais oui, mais je t'avais vu à Tignes, oui, en on fait, s'était j'étais là. croisés, ouais. Oui, oui. Et je me suis dit, ah bon, mais c'est ça une séance. Ok, ça m'a fait rire, ouais. Et est-ce que le trail en Suisse, ça a le même engouement qu'en France, là? C'est un peu européen. Tout le monde court aussi. Mais pas tant le trail au final. Alors moi, je suis dans un canton à Neuchâtel qui est vraiment sportif. Et typiquement, ils organisent ce qu'on appelle le Tour du canton. Donc c'est 6 étapes d'une dizaine de kilomètres. En dénivelé, ça va de 100 à 250, on va dire. Donc voilà, 6 mercredis de suite, de mi-avril à fin mai. Et en fait, ça fait courir plus de 10 000 personnes. C'est assez impressionnant. Les départs, il y a 5 ou 6 vagues et ouais, en gros, par étape, ça fait bien 4 000 personnes. Ouais. Et ça, je trouve ça complètement fou. Mais sinon, après, bah voilà, moi, Attends, mais en France, des courses de plus de 10 000 personnes, t'en as des camions, hein. ouais, mais là, c'est vraiment local. Ouais, Parce qu'un trail de 10 000 personnes, quand même, en France, déjà, c'est un sacré trail. Il est bien renommé, quoi. ouais. Et là, c'est vraiment une course. Enfin, je veux dire, il y a rien à gagner. Tu payes ton dossard quand même relativement cher. Et ouais, non, les gens, c'est vraiment leur objectif Ok. de l'année, quoi. Ils se mettent en forme pour pouvoir réaliser les 6 étapes. Mais tout le monde court aussi en ville et tout. Mais pas tant, sinon Attends. justement, le reste du temps, après, c'est assez calme. Moi, j'ai un groupe, on va dire, d'une dizaine de potes où on arrive à faire des belles préparations l'hiver, en fait, surtout à plat, parce qu'il y en a très peu qui font du trail. La plupart, ils courent plus sur goudron Ah pour ouais, préparer des 10 ok. km, des marathons. Là, typiquement, bah, ils ont tous eu leur dossard pour le marathon de Valence en fin d'année. Pas moi, évidemment, je suis le seul à pas l'avoir eu. Ah, je pensais, mince, je l'avais noté, je pensais qu'on en parlerait. Non, alors je vais faire la prépa comme eux, parce que ça me plaît de faire la prépa. Puis je verrai si j'arrive à choper un dossard de dernier moment. Ah ouais, mais je peux t'en avoir un de ça, ok, bon. Et ok, donc on va parler de ça. Juste 2 mots sur... j'ai l'impression qu'avec Hugo, au niveau tempérament et tout, vous êtes assez différents. Et même physiquement, d'ailleurs. Non? Comment tu te vois par rapport à lui? Ouais, bah c'est vrai qu'on est un peu deux opposés quand même, au niveau caractère. C'est vrai que bah lui, voilà, c'est aussi devenu son métier, hein, de se mettre en avant, d'être le duc, justement, sur les réseaux. Voilà, il a voulu créer aussi ce personnage. Bon, bah, je le connais vraiment bien vu que c'est mon frère. Donc, après, je sais qu'entre les réseaux et la réalité, il y a quand même un monde.
Mais ça, c'est pour beaucoup de monde, hein. J'en ai plein en tête qui sont pareils, que j'ai dû arrêter de suivre sur les réseaux et que quand je croise en vrai, c'est des personnes que j'adore, mais que ouais, j'aime pas ce qu'ils font sur les réseaux. Et c'est vrai que bah, de mon côté, par contre, je suis vraiment plus discret. Et morphologiquement, c'est vrai que lui, ça le fait rire d'avoir des énormes cuisses, d'être ultra musculeux, un peu à la Mityayev. Et puis moi, à côté, bah, je suis tout fin avec mes petites cuisses et mes petits mollets qui sont tout juste dessinés, quoi. Mais quand je parlais de physiquement, c'était pas ça, c'était plutôt dans les qualités physiques. J'ai l'impression que toi, tu as un plus gros moteur et lui, il va être hyper raisonné. Enfin, l'approche des courses, j'ai l'impression qu'elle est différente. Toi, tu es à la fois, tu vois, plus discret, je pense, dans la vie de tous les jours, même si je vous connais pas assez pour le dire, mais tu vas être plus foufou sur une course, non? Mais pas tant. Pas En tant. fait, lui, il a été très foufou justement ces premières années où il faisait les départs à bloc. Il était toujours en tête hein, au début. Et bah moi, j'ai pu voir justement que c'était une erreur et ne pas le reproduire. Mais mes départs de course, au contraire, non, je me trouve plutôt calme. Ok. C'est-à-dire, si on prend la première moitié de course, c'est très rare que j'ai une meilleure place à la mi-course qu'à l'arrivée. Souvent, à la mi-course, je vais encore gratter quelques places jusqu'à l'arrivée parce que j'ai des départs prudents. Je trouve toujours que ça part vraiment vite, les courses, les 80, 100 km. Ça me fait halluciner les vitesses. Et ouais, moi, j'ai besoin d'un petit temps pour me mettre Ouais. en jambe quand même. Moi, quand je vois les images, là, je voyais encore là, les Europes avec Tranchant et tout qui gagnent. Au début, je vois, il prend un virage à l'intérieur, il saute une petite butte juste pour se placer, alors qu'ils sont trois. Je me suis dit, putain, oui, ça part vite, quoi. Ah ouais, non, c'est impressionnant. J'ai vu les 5-6 premiers kilomètres, la vitesse moyenne des Europes, c'était Ouais. quelque chose quand même. Et Côte sec, pourquoi? Parce que 50 si tu kills. te places pas, t'es mort. Alors, le problème, c'est qu'après, j'ai pas vu la course. Je sais pas s'il rentrait dans un petit chemin ou quoi, mais ouais, je pense quand même pas que c'était à la 15e place. Tu vas pas te prendre un bouchon quand même. Ouais. Et pourquoi? Alors, c'est psychologique, faut montrer à l'autre que t'es. Pour moi, c'est vraiment une grosse décharge d'adrénaline. C'est-à-dire que les Europes, forcément, tous les athlètes, ils les ont préparés. Il y a un certain stress et ouais, ils profitent des premiers kilomètres pour décharger tout ça. Un peu comme à l'UTMB où on va partir sur du 3,40, 3,45 au kill. En réalité, si tu fais un 100 km route, tu pars aussi à cette vitesse, alors que ça va durer 3 fois moins longtemps, un 100 km route. Mais voilà, il y a une tellement grosse adrénaline, bah, surtout dans les rues de Chamonix, les premiers kilomètres, tu t'entends pas respirer, t'entends rien. Et ouais, t'es obligé de décharger comme ça, en fait. Ouais. C'est naturel. Tu forces même pas la foulée pour être à 3,45 dans les rues de Chamonix au départ. Ah oui, j'imagine, ouais. Et pour en venir à Hugo et toi, tu vois, et à l'UTMB, je fais le lien. J'ai l'impression je sais pas si c'est l'expérience ou quoi, mais qu'il a une grosse sagesse vis-à-vis de cette course. Et toi, tu as peut-être fait, je pense, une meilleure place que lui, mais plus d'abandon, si je me trompe pas. Ouais, ouais, Comment t'expliques tout ça, en fait? j'ai un mauvais rapport avec l'UTMB et puis avec Chamonix en général. Parce que j'ai beaucoup d'abandons sur l'UTMB, mais j'en ai aussi 2 sur la TDS. J'ai vu qu'une fois la ligne d'arrivée sur 7 participations. À l'UTMB? 5 UTMB et 2 TDS. Et là, quand t'as fini, c'est la fois où tu finis 14e, là? Ouais, exactement. Ah ouais, donc tu finis qu'une fois et bien. Ah ouais, c'est... Ok. Mais sachant que quand je finis, je passe 30 minutes avec les secours à Trian. Parce que j'ai une grosse douleur à la cuisse. Je me voyais déjà abandonner, mais voilà, j'avais trop abandonné. Donc j'ai préféré faire une grosse pause, puis au final, qui m'a réussi. Parce que bah voilà, j'ai perdu du temps, mais j'ai quand même pu finir la course. Pas trop mal quand même. Donc j'étais content. Mais en fait, l'UTMB, déjà, quand je suis arrivé dessus, j'ai clairement sous-estimé ce qu'était un 100 miles. C'est-à-dire, je connaissais des 100 km. Et là, ma première année, c'est quoi? C'est 2021. J'ai eu mal aux jambes au bout de 60, 70 km. Et pour moi, c'était pas normal. Il m'en restait 100. C'était pas possible de faire 100 km en ayant déjà mal aux jambes comme ça. Donc, j'ai rendu mon dossard à Courmayeur. Alors qu'au final, avec l'expérience, tu apprends que oui, c'est normal. Et au final, tu arrives sur un plateau de douleur qui arrête d'augmenter quand même. 2023, j'ai fait quoi comme bêtise? Bah, la nutrition qui passait pas. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes d'estomac. Moi, la boisson NAC ne passe absolument pas. Le problème, c'est que c'est le sponsor de l'UTMB. Donc, faut que j'arrête de la prendre parce qu'à chaque fois, je la vomis. Donc après, bah, j'ai plus d'énergie et j'arrive plus à me nourrir. Donc là, j'avais abandonné à la folie en 2023 parce que vraiment, j'étais un zombie. Après, voilà, avec le recul, c'est facile de dire que j'ai des regrets parce que oui, j'aurais pu faire une pause d'1 heure, voire 2 heures à la folie.
le temps de bien me ressourcer, de manger tranquillement. Puis c'est certain que ce serait reparti et que j'aurais pu finir. Mais c'est plus facile à dire après que sur le coup où ça faisait déjà 5-6 heures que j'avais mal au ventre et que c'était un enfer de rejoindre la folie. 2024, c'est l'année où je finis. Et 2025, bah, j'arrive en forme. Avec l'expérience, sauf que voilà, j'ai encore fait une petite erreur, c'est que j'ai rempli de l'eau dans une fontaine. Je me suis trempé les gants et les surgants. Et on connaît la météo qu'on a eue derrière. Et en fait, moi, avec le syndrome de Raynaud, bah, j'avais les mains complètement gelées, tout le corps complètement gelé parce que j'ai monté le col de la Seigne en short, ce qui n'était pas hyper intelligent quand même vu la température qu'il faisait au sommet. Déjà, pendant le col, j'hésitais à retourner faire demi-tour pour retourner en vallée parce que j'avais beaucoup trop froid. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas réussir à monter le col. J'avais pris la décision que s'il y avait les pyramides calcaires, dans tous les cas, j'y allais pas, je traçais tout droit pour redescendre au lac Combal. Au final, ils ont enlevé les pyramides calcaires. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je vais descendre au lac Combal et me réchauffer au ravitaillement. Sauf que le ravitaillement du lac Combal, il est à 2000 mètres d'altitude, sous une tente. Forcément, bah, il fait aussi froid que dehors, hein, donc c'était à peu près 0 degré. C'est-à-dire qu'à peine je me suis assis, même si j'avais une soupe chaude, je me suis mis à trembler de tout mon corps. Donc là, l'organisation, bah, ils m'ont totalement déshabillé, mis sous couverture de survie et couverture. Et en fait, je me suis assez vite réchauffé. En 15 minutes, c'était bon. La température corporelle, elle était remontée. Sauf que j'ai pris mes habits, je les ai remis. Ils étaient totalement trempés, complètement gelés. Et j'avais pas protégé ma seconde couche chaude. C'est-à-dire que je l'avais dans le sac, mais pas dans un sac plastique. Donc il était trempé aussi, avec la sueur, plus toute la pluie qu'on avait pris. Et en fait, le problème, c'était pas que j'avais toujours froid. C'était que j'avais plus aucun vêtement à me mettre. Et donc à partir de ce moment-là, bah, j'avais pas le choix que rendre mon dossard. Parce que Ouais. j'arrivais pas en fait à rejoindre Courmayeur où j'aurais eu de nouveaux vêtements. Il y avait quoi, 13 kills et 500 de dénive, je crois, entre le lac Combal et Courmayeur, mais pour moi, c'était impossible de faire ça. Petite précision, maladie de Raynaud, c'est une pathologie vasculaire des membres sup où tu as les extrémités, en gros, le sang circule mal, donc t'as... Exactement, ouais, le sang arrive plus jusqu'au bout des doigts. Ouais. Ouais. Donc t'as plus de sensation. Et tu vois, toutes ces petites erreurs que tu as faites, là, de toutes ces années, pas savoir que la douleur, au bout d'un moment, tu avais un plateau et tout, ces trucs de mal isolé dans le sac et tout. Si tu avais eu un entraîneur expérimenté, il t'aurait sûrement dit tout ça, non? Ouais, mais pour moi, faut le vivre. Typiquement, on te le dit qu'un UTMB c'est long, un 100 miles c'est différent d'un 100 km. Ouais, mais attends, je rebondis tout de suite avant d'oublier, mais moi, le mur du marathon, je préfère ne jamais avoir à le vivre que de savoir ce que c'est, tu vois. Ouais, je vois bien. Mais je pense que même si on m'avait prévenu en 2021, j'aurais quand même pas fini la course. Ouais. Parce que vraiment, le mal de jambe que j'avais, pour moi, c'était trop. Et en fait, ouais, je refusais d'aller moins vite à cette époque. Donc, on aurait pu me dire ce qu'on voulait. Pour moi, c'était anormal. Et en fait, après, bah voilà, pour avoir fini en 2024, maintenant, je sais que c'est possible de finir en ayant mal aux jambes pendant plus de 100 km. Mais c'est un peu comme dire quand t'es pas bien en ultra, ça va revenir. Si tu l'as pas vécu, quand t'es pas bien, tu te dis pas que ça va revenir, même si on te l'a dit 100 fois, pour toi c'est impossible. Puis en fait, une fois que tu l'as vécu, tu comprends que c'est possible. Attention, ça va pas forcément revenir. J'ai beaucoup d'ultra, c'est jamais revenu et tu vis un calvaire toute la fin. Ouais. Mais c'est possible que t'aies une seconde vie. Ouais. Tu peux donner, j'ai regardé hier ton reportage que tu as fait là sur la course au Ventoux, le rôle de l'assistance. Donc toi, en l'occurrence, c'est ta copine. Ouais. On a l'impression que c'est hyper important en fait, les assistants sur les trails comme ça. Ouais, bah totalement. Alors déjà, il y a un petit gain de temps qui est quand même non négligeable. Après, sur un UTMB, voilà. Si tu... Vous le chiffrez ça? Ça peut être quoi? Tu peux gagner quoi? 2-3 minutes sur un UTMB par les ravitaux? Par ravito, je pense que tu gagnes 1 à 2 minutes max. Entre ouais, mais quelqu'un qui te connaît et quelqu'un qui te connaît pas du tout. Mais Ah bah, sachant qu'il c'est y en beaucoup a- déjà. Ouais, mais il y en a quoi? Il y en a 5. Contamine, Courmayeur, Champey, ils ont enlevé Trian, Valorcine. Donc il y en a même 4, si je me trompe pas, maintenant, cette année. Donc si tu fais, j'en sais rien, 20 heures et 10 minutes, tu peux presque par les ravitaux, en optimisant, passer sous les 20 heures, quoi, en gros. Exactement, ouais. Mais après, 10 minutes sur un UTMB, potentiellement, tu gagnes 0 place, par contre. Ouais. Mais oui, tu Oui, moi je peux les raisonne en gagner. chrono, pas je viens de la route. Ouais. Après, en fait, moi, plus que ce gain de temps, le fait qu'on se connaisse par cœur avec ma copine, c'est-à-dire que moi, j'ai pas à penser tout ce qu'on va c'est devoir ça. faire au Ouais. ravitaillement. C'est-à-dire que c'est elle qui gère les flasques, la nourriture, ma frontale, tout.
Et moi, je suis juste là, je bois. Si j'ai prévu de manger quelque chose, je le mange. Mais je pense pas à tout ce qu'il y a autour. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une libération mentale aussi. C'est-à-dire qu'entre deux ravitaux, je suis pas en train de me dire, tiens, au ravito prochain, je dois faire ça, 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 ça. Est-ce que ça va bien se passer, pas bien se passer? Moi, je sais que ça va bien se passer dans tous les cas. Et est-ce que tu lui demandes de te donner des infos sur le gars devant toi, les gars derrière, ou non, tu préfères pas savoir? Ouais, ça dépend des courses, mais si en général, elle me donne justement les temps. Alors, je suis plus intéressé par celui de devant, parce que le problème, c'est que celui de derrière, on va te donner le temps par rapport au dernier ravitaillement, forcément. Oui. Et que entre deux ravitaillements, ça peut totalement changer. Donc ça va pas trop m'intéresser. Mais après, j'aime bien savoir le mec devant à combien il est. Et ça arrive qu'elle fasse des erreurs, qu'elle oublie un truc, ou c'est possible? Non, en général, c'est toujours allé, ouais. Ouais. Il n'y a pas eu de grosses boulettes. Et j'ai vu un truc hyper intéressant. Donc, j'ai écouté un podcast que tu as fait dans la tête d'un coureur où tu dis que t'es pas trop data, pas lactate, etc. Mais justement, au Ventoux, tu utilises un capteur de glycémie et tu Ouais, le prenais en live. J'ai vu, c'était hyper intéressant. Tu peux en parler un peu de ça? ouais. En fait, le capteur de glycémie, je voulais vraiment voir deux choses. Dans la vie de tous les jours, comment mon corps réagissait. Justement, si j'avais des gros pics, si j'arrivais à être stable, tout ça. Et Et puis, t'en as conclu quoi? que j'étais relativement stable, ouais. Ouais. Du coup, ça a validé un peu ma nutrition de tous les jours. Donc ça, c'était cool. Par contre, j'ai aussi vu que ma recharge glucidique d'avant-course, elle est pourrie parce que je suis resté très bas en glucides. Au final, j'ai pas réussi à remplir les réserves. Je pense qu'au départ du Ventoux, du coup, j'étais pas à 100% niveau glucides. Ah, oh, Elle était trop light, ma recharge. En fait, mon problème, c'est que j'arrive pas à me faire des grosses plâtrées de riz. Donc, il faudra que je complète vraiment plus avec de la malto pour ouais. l'UTMB, typiquement. Ouais, mais t'as peut-être une confusion, hein. Tu peux avoir un stock de glycogène plein et une glycémie plutôt stable. C'est plutôt bon signe. Si tu as un pic de glycémie, ça ne veut pas dire que tu auras un meilleur stock de glycogène, au contraire. Ouais, mais au final, avant la course, j'ai fait pas mal. Je tombais pas mal en hypo Ah 3 ouais. à 4 fois dans la journée, ouais, malgré justement quand je suis rentré en recharge. Ce qui est marrant, c'est que pendant la décharge, j'en ai fait beaucoup moins que pendant la recharge. Ouais. Et moi, j'avais utilisé le Super Sapiens aussi sur 6 mois avant un marathon. Et c'est hyper intéressant à analyser la glycémie. Je voyais qu'une banane, par exemple, ou un fruit, ça me faisait des plus gros pics glycémiques Ouais. que certains gâteaux, tu vois. C'est hyper intéressant à Ah ouais, analyser. c'est fou. Ouais. Mais après, il y a aussi l'ordre des aliments que je connaissais et que j'ai pu vérifier par moi-même, justement. Protéines en premier, légumes et Ouais, glucides après. légumes, lipides, Ouais. protéines, puis en tout dernier, les glucides. Parce que c'est vrai que si tu tapes, typiquement, tu vas taper un sneakers avant le repas, là, t'auras un pic. Tu le fais après le repas, il est totalement transparent, ton sneakers. Ouais. Je parle pas en calories, les calories, elles seront là, mais t'auras pas ce coup de barre lié au sucre. Ouais. Mais par contre, pendant la course, j'ai rien pu en tirer parce que, comme tu as pu le voir pendant la vidéo, on essayait de le prendre en live. En fait, c'est parce qu'il durait pas le temps de la course. Donc, la course qui faisait un peu plus de 13 heures, j'avais 8 heures d'autonomie sur le capteur. Sauf qu'il a pris froid, malgré le fait qu'il faisait pas spécialement froid. Il faisait 2 degrés au sommet du Ventoux. On n'a pas réussi à avoir les données de la course. Donc, j'ai rien pu en tirer par contre là-dessus. Et j'avais l'impression que c'était pas assez précis pour la course, de toute façon. J'arrivais pas à voir le moment où je prenais des gels, la boisson sur la Ouais. courbe. Ouais, et puis c'était un peu risqué parce que si t'étais bas en glycémie sur la course, tu faisais quoi? T'allais t'enfiler 4 Alors, sneakers pendant d'un la coup? course, moi, je voyais pas le graphique de toute façon. Ouais, C'était vraiment, j'allais récupérer les infos après la course, mais du coup, j'ai pas pu le faire. ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est hyper intéressant ça, la glycémie à analyser. Et les lactates, t'aimes pas ça, les datas en gros? Mais les lactates, je m'étais renseigné. En fait, c'est clairement le coût qui m'a fait que j'ai pas poursuivi là-dessus. C'est-à-dire que je pensais que t'achetais l'appareil, puis qu'après, c'était plus ou moins bon. Sauf qu'en fait, j'ai appris que non, chaque étiquette, quand Ah, tu les prends le bandelettes, ouais, lactate, ça c'est coûte à peu cher. près 2 euros, si je me trompe pas. Ouais, Donc je me suis dit, ouais, pour l'instant, j'ai pas passé le pas, puis on verra. Parce que je pense que ça peut être hyper utile. Après, le trail, le problème, c'est que les datas en trail, c'est beaucoup plus compliqué que les datas sur route. ouais. Sur route, c'est ultra simple parce que tu as toujours le même terrain, que ce soit au niveau de la vitesse, de ton lactate, tout ça. Le problème, c'est qu'en trail, tu as les montées. Alors, le lactate en montée, ça va être facile. Le lactate en descente, comment tu quantifies ton effort en descente? Ouais. Niveau cardio, ça fonctionne pas. Niveau lactate, ça fonctionne pas. C'est compliqué, quoi, le trail là-dessus aussi pour les datas. Et t'as pas envie de te rapprocher d'un Joseph Mestrallet, justement, là-dessus?
J'y ai pensé, ouais, bah, justement, dans mon objectif de bien m'entourer, c'est encore des pistes, que je dois approfondir, ouais. Ouais. Et ça, justement, moi, je l'ai vu il y a pas longtemps, les lactates, ils se penchent dessus. J'ai vu, ouais, Ils ont vu des récemment. trucs assez anormaux chez Tom Evans, justement, lors de l'UTMB, et ils s'y intéressent, ouais, beaucoup. Mais après, forcément, c'est hyper intéressant. Moi, pour l'instant, ce qui me bloque, c'est clairement le coût. Ouais. Je vais être honnête, hein, c'est le prix qui fait que j'ai pas passé le pas. Et qu'est-ce qui fait pour toi la différence un peu à l'entraînement en ultra trail? C'est le temps disponible, c'est la séance clé, c'est quoi? Bah, le temps disponible, c'est ultra important parce que quand tu tapes une grosse journée de job, que tu vas faire ton entraînement le soir, ton entraînement, il est fait, mais la récupération, elle est inexistante, en fait. Ouais, Les séances clés, bah, pareil, hein, comme son nom l'indique, c'est clé. Ça va être ultra important, typiquement un week-end choc, mais surtout, en fait, au final, pour la confiance. Parce que si tu le fais pas, potentiellement, tu vas très bien réussir ta course aussi, mais mentalement, tu vas te dire: «Est-ce que je me suis assez entraîné?» tout ça. C'est plus mentalement que ça va être dur. ouais, OK. Et les week-end shocks, ça ressemble à quoi là? Moi, ce que j'aime bien, c'est je prends la distance de l'ultra, donc entre 100 puis 100 miles pour l'UTMB, mais c'est la seule course si longue pour moi, l'UTMB. Sinon, ça va faire, entre 80 et 120, typiquement, c'est les courses que je préfère. Et après, je vais couper en 2 à 3 jours. 120, je vais quand même le couper en 3 jours, où je vais essayer de maintenir le tempo de la course, plus, vraiment essayer d'imiter le profil de la course. Ouais, Typiquement, je pense au Ventoux en début d'année qui faisait à peu près 125 et 6000. C'est-à-dire, je vais me tracer 3 fois des tours qui vont faire à peu près ça. Et pour le Ventoux, il y avait la particularité, c'est qu'il y avait la montée du Ventoux, donc une interminable montée. J'avais essayé de tracer justement un coup sur une séance, une montée pareil qui faisait 10, bon, chez moi, ça faisait 10 kilomètres purement de montée. Parce ouais. que si tu faisais aussi 42 000, mais que tu n'avais que des bosses de 300 mètres, au final, oui, tu avais la distance et le dénivelé du Ventoux, mais tu n'avais pas vraiment ce qui ressemblait au profil. Et par rapport au Ventoux, j'ai vu que tu avais été surpris du profil cassant, enfin du terrain. Comment ça se fait? C'était presque une erreur de débutant, ça, non? Enfin, moi, je connais bien la région, donc je sais que c'est cassant, mais tu savais pas. Ouais, non, c'était clairement une erreur de débutant. J'avais super mal analysé la course. Parce que bah, le profil, je l'avais regardé justement. Donc avec les petites bosses au début, la grande bosse du Ventoux, les petites bosses à la fin. Déjà, j'avais pas fait attention que c'était des bosses raides. Donc à la fin, c'est-à-dire je les ai quasiment toutes marchées. Et puis la technicité, enfin les cailloux du Ah oui. Ventoux. C'est vrai que moi j'avais fait le Ventoux en 2018, donc qui est maintenant le Ventoux Origine. Mais bon, j'en avais plus aucun souvenir. J'étais retourné au Ventoux en fait un mois avant la course, faire 2-3 recos, mais même pas sur le parcours. C'est-à-dire j'ai fait le parcours du Ventoux Origine. J'ai pas fait mon parcours à moi. Et puis je m'étais dit ah ouais c'est quand même technique, mais sur le Bayou TMB, je me suis dit ouais ça doit être plus simple. C'est un Bayou TMB en général ils prennent les chemins, les pistes 4x4 quoi. C'est des trucs simples. Non pas du tout. Hein, t'étais dans les cailloux. Ouais. Et en fait, chaque descente, c'est vrai que par rapport à Andy Simons, bah, il me mettait à l'amende à chaque fois. C'est-à-dire qu'en montée, je pense que j'étais quand même plus fort que lui sur les montées, mais les descentes, il n'y avait rien à voir. Et le problème, c'est que du coup, en plus de perdre du temps, j'étais ultra crispé. Parce que chez moi, du côté de Neuchâtel, même si j'avais voulu bien le préparer, en fait, c'est compliqué. On n'a pas de terrain caillouteux. À la limite, on peut avoir des terrains un peu techniques, mais caillouteux, on n'a pas. Ouais. Mais ouais, très mauvaise anticipation pour ce qui était pourtant vraiment ma course objective du début de saison. Ouais, non, j'ai clairement été mauvais sur l'analyse du Ah ouais, parcours. je pense que c'est capital. Et en plus, le Ventoux, t'as 3 faces. C'est pas du tout la même végétation selon les faces. C'est capital, je pense, de l'analyser pour le coup. Ouais, ouais, non, c'est grosse erreur de ma Ouais. part. Et pourquoi t'avais pas fait championnat de France au Ventoux, le trail? Mais c'était un mois avant. Je crois qu'il y Ouais. avait vraiment 4 semaines entre les deux. Et je savais que je pouvais pas être en forme sur les deux. Donc faire les France sans être à 100%, pour moi, il n'y avait pas d'intérêt. Et puis faire les France à 100%, je savais que j'arriverais pas à avoir un deuxième pic de forme pour mon objectif du Bayou TMB. Ouais. Et pourquoi l'UTMB, la course le Mont Blanc, est si célèbre? Pourquoi tout le monde veut la faire? Qu'est-ce qu'elle a de mieux? Parce qu'elle est pas plus belle qu'une autre, si, finalement. Au début, en fait, elle est mythique.
quand tu l'as fait la première fois, tu dis: «Ah bah, j'ai fait le tour quand même du plus haut sommet d'Europe, je suis passé par trois pays, c'est quand même quelque chose». Après moi maintenant, bah, j'y vais plus pour son parcours qu'entre les recos plus, les courses, que j'ai fait là-bas, je connais pas mal par cœur. Mais j'y retourne en fait clairement pour le niveau qu'elle propose. C'est-à-dire que quand tu fais de l'ultra trail et que tu veux faire du haut niveau, c'est la course où il y a tous les meilleurs. Alors il y a pas 100 des meilleurs, on est d'accord. Cette année, d'après ce qu'on dit, on va pas en être loin. Mais, c'est la course la plus relevée de l'année et pour moi, c'est celle qu'il faut être quand on veut faire, du haut niveau. Même les mondiaux déjà, faut se qualifier, faut être en équipe de France et au final, il y a un peu moins de densité que sur un UTMB. Ah ouais, j'ai l'impression, ouais. Et sachant que les mondiaux, même le format long, maximum, les plus longues années, il va faire 80 kilomètres. Ouais. Ah, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais que les top trailers, ils préfèrent l'UTMB et la diagonale que les mondiaux, non? Mais c'est en train de changer. J'aimerais bien que ça change parce que les mondiaux, c'est quand même Ah dans ouais. tous les sports Ouais. la course de l'année. Celle voilà, qu'on a tous envie de regarder ou quand tu es athlète de ton sport que tu as envie de réussir. Donc j'aimerais beaucoup que les mondiaux, ça devienne justement la course aussi de l'année en trail. Mais pour l'instant, effectivement, l'UTMB intéresse beaucoup plus et on aura toujours plus de niveau à l'UTMB parce que typiquement en France, des mecs performants, on peut en avoir 10 à 50 sur l'UTMB, alors qu'aux mondiaux, bah, tu auras les 4 ou 5 sélectionnés. Je sais plus combien c'est Ouais. pour la course, mais t'auras pas plus de 5 Français. Après, d'autres nations, bah voilà, peut-être que 5, c'est leur maximum de gros athlètes. Mais je pense à France, Espagne, bientôt la Chine, les États-Unis. Ils peuvent présenter beaucoup plus d'athlètes performants et donc sur l'UTMB, des plus grosses start list. Et un gars comme toi qui, en gros, top 20 UTMB potentiellement, comment tu fais pour se qualifier, toi? Tu as des passes droits ou c'est comme tout le monde? Non, c'est comme tout le monde. Normalement, il n'y a plus de passe droit à l'UTMB, si je me trompe pas. Sauf si tu es influenceur, mais ça, je préfère pas en parler. C'est-à-dire que chaque année, tu dois te qualifier pour l'année suivante. Donc moi, Ouais. j'essaie toujours de placer un bail UTMB assez tôt dans la saison pour valider ça et plus l'avoir en tête. Donc typiquement en 2025, je m'étais qualifié au Chianti pour l'UTMB 2026. Et là, avec le Ventoux 2026, je me suis déjà qualifié pour l'UTMB 2027. Ils te demandent une place sur une... En fait, tu as deux Ah, ou possibilités. les cotes, là. Soit la place, donc c'est le top 3 sur la course. Donc ça, je l'ai validé au Ventoux. Mais au Chianti l'an passé, j'avais fait quatrième. Et en fait, je l'avais validé avec la cote. Donc là, ça a changé, mais je crois que sur un 100 miles, c'est 780 qu'il faut. Sur un 100K, ça doit être 820, puis 850 de mémoire sur un 50K. Les trois formats, c'est différent en fait. Plus le Ouais. format est court, plus il faut une grosse cote pour se qualifier. Et pardon, je vais enfoncer un peu le couteau dans la plaie, mais t'as évoqué un peu les influenceurs. Toi qui es athlète de haut niveau, ça t'énerve ça qu'il y ait des passes droits comme ça? Ouais, totalement, parce que j'estime on force un athlète de haut niveau à venir sur leur circuit, donc sur le circuit BUTM. Après, ce qui est bien, parce que ça met de la densité sur le circuit, c'est ce qu'ils veulent aussi. Mais pourquoi un influenceur a juste besoin d'aller chercher un running stone pour avoir sa place à l'UTMB? Pourquoi Ouais. un athlète de haut niveau, voilà, il vit une année compliquée, finir une course, il y arriverait, il pourrait avoir ce running stone. Mais non, lui, faut soit qu'il fasse un podium, soit qu'il fasse la cote. Donc on l'oblige à être performant sur une course, alors que l'influenceur, on l'oblige juste à finir la course. Ouais. C'est quand même deux salles, deux ambiances. Et surtout que l'influenceur, il apporte rien à la densité de la course. Parce que souvent, il joue pas le Non, premier puis je rôle. pense que l'UTMB a pas besoin Ben, c'est ça, d'influenceurs en pour fait. être Moi, connu. c'est ça qui m'étonne. Ils ont pas besoin d'influenceurs pour remplir les sas, Ouais, ils hein. leur savent clairement rien. Et j'ai vu en 2025, justement, un gros changement quand même la semaine de l'UTMB à Chamonix. J'avais l'impression que les gens, ils étaient là pour les influenceurs et pas pour les athlètes. Et ouais, j'avais Ouais. trouvé ça très spécial. La T'étais mal semaine à du l'aise, UTMB. toi? Ouais, ouais, plus que mal à l'aise, j'étais assez déçu en fait de l'ambiance qu'il y avait. Ah ouais? Ouais. Et ça va changer cette année, tu sais? Pour moi, ça va être pire. Ah bon? Et je vois pas comment ça peut changer. Ça va être de pire en pire. Ah bon? Quand on voit le suivi des influenceurs sur les réseaux par rapport au suivi des athlètes, les gens seront forcément là pour les influenceurs et pas pour les athlètes. Ah ouais? Ouais. Ok. Et toi, quel est ton rapport aux réseaux sociaux? J'ai vu que souvent tu mettais des références à Kaamelott. T'es un fan de Kaamelott? Ouais, j'aime beaucoup. Ah ouais? C'est vrai Ok, que moi aussi. je regarde un peu moins ces derniers temps, mais toute mon adolescence, effectivement, je connaissais quasiment les répliques et les livres par cœur. Ok, ouais, moi aussi, ça marche.
Et t'essaies de... C'est contre nature, tu te forces, les réseaux sociaux, c'est tes partenaires qui te le demandent, comment tu les abordes? Ouais, alors forcément, les partenaires me le demandent. Sur mes contrats, c'est écrit, j'ai des obligations. Après, justement, j'essaye quand même de faire des choses à mon image. Justement, bah, là, dernièrement, j'étais un peu off sur les réseaux parce que j'avais pas grand-chose à montrer, quoi. Enfin, je suis pas du style à montrer ma vie de tous les jours. Je trouve ça inintéressant. Ce que j'avais fait, c'est qu'avant le Ventoux, j'estimais cool de faire un petit suivi de ma préparation. Voilà, la préparation d'un athlète de haut niveau qui vise une performance sur une course quand même assez dure. Donc ça, j'ai trouvé intéressant. Après, juste faire des vidéos racontant ma préparation, je me suis dit, bah, je vais amener une petite touche d'humour, que ça amène quelque chose en plus aussi, justement en faisant des montages avec des répliques de Camelot ou autre, pour que ce soit à mon image, quoi. Ouais. Mais voilà, après, il y a des périodes où j'ai rien à dire et où du coup, bah, je suis pas sur les réseaux. Depuis le Ventoux, faudrait que je regarde mes stats, mais j'ai très peu publié parce que c'était un peu une période morte pour moi. Ouais. Mais c'est beau le film que tu as fait sur le Ventoux, c'est bien parce que c'est sérieux, c'est court, tu as l'essentiel, c'est bien ça. Ouais, ouais, bah typiquement, j'essaye sur mes courses maintenant de venir avec des caméramans et quelqu'un qui va monter des Tu vidéos payes derrière. quelqu'un là pour ça? Ouais. Ouais. Pour l'UTMB, normalement, j'aurai aussi une agence qui va me suivre, mais pour l'instant, c'est pas hyper fixé. Et ça, sur l'UTMB, t'es obligé de demander à l'orga le droit d'avoir des vidéastes ou chacun est libre? Ouais, c'est Parce un que là peu. aussi, ça peut vite devenir un embouteillage de caméraman au ravito, quoi, non? Ouais, alors ce qu'empêche l'embouteillage, c'est que quand tu veux le pass, je sais plus comment il T'as un pass s'appelle. média, quoi. Ouais, mais c'est 10 000 balles, on m'a dit. Donc Ok. ça, moi typiquement, je peux pas me le permettre, quoi. Je vais pas prendre ça. Faudrait pas payer le pass média, plus encore quasiment, même plus que ça pour la vidéo. Et ouais, j'ai pas ce budget, quoi, pour sortir une vidéo de course. Et comment tu vas faire alors? Tu vas bricoler avec des... Bah, je vais essayer de bricoler pour avoir un pass média sans payer 10 000. Ouais. Et puis sinon, ouais, je vais bricoler sans forcément avoir toutes les images que je voudrais de la course. C'est quoi ton objectif là cette année à l'UTMB? J'aimerais bien gagner 1 heure minimum par rapport à 2024, ce qui ferait du 21h30. Et puis, ouais, aller chercher typiquement le sub 21h, ce serait vraiment le gros objectif. Je pense que c'est pas quelque chose d'impossible. Après, voilà, faut que tout se passe bien, faut que la météo soit aussi de mon côté. Mais voilà, c'est très clairement au-dessus de 22 heures, je serais déçu. Ouais. Parce que c'est quelque chose que je me dirais, mais il y a 2 ans, tu avais le même niveau. Parce que si tu enlèves la pause que j'avais fait à Trian, j'aurais été en moins de 22 heures déjà en 2024. Donc viser 21 heures, pour moi, c'est une certaine logique vu la progression quand même en 2 ans. Et les premières féminines, elles font combien? J'ai pas les chronos en tête. Le record, bah, justement, c'était 2024. Cathy qui avait fait 22h07, je dirais, Ouais. le record. Ok, donc t'as pas un meilleur chrono qu'elle. Non, non, elle m'avait battu, ouais. Ouais. Ok, et est-ce que tu penses, là, je crois que tu as battu tes chronos sur 10 km et tout cet hiver, est-ce que ça apporte sur l'UTMB? Mais je pense pas que ce soit hyper utile sur Ouais. l'UTMB. Je pense que ça m'apporte vraiment rien d'être performant sur 10 km. Mais après, moi, ce qui se passe, c'est que je rattaque assez tôt la saison de trail. On va dire de décembre, où je commence déjà à remettre un peu de dénivelé, jusqu'à l'UTMB fin août. Là, bah, je mange de la montagne. Et qu'en fait, quand j'arrive à la fin de l'UTMB, j'ai envie d'autre chose. C'est pas que j'en ai marre d'être en montagne, mais j'ai envie de retrouver de la vitesse et cette sensation d'aller vite à plat, en fait. Et c'est pour ça que bah là, typiquement, après l'UTMB, il y aura une coupure, mais après, je vais préparer le marathon de Valence, parce que bah voilà, tous mes potes vers chez moi, ils vont préparer ça, et ça va être des séances où je vais prendre un plaisir fou, en fait, parce qu'on va être là, on va être entre 5 et 10 sur les séances. Tu retrouves une foulée, des vitesses entre 3 au kill et 3,30, où tu as vraiment cette sensation de vitesse, et ouais, moi, j'ai un plaisir fou, en fait, à faire de la route l'hiver. Et justement, regarde, toi qui es rapide à plat, si on compare à ton frère par exemple, pourquoi sur trail tu fais pas des plus courtes distances, je sais pas, des 40 bornes ou... Mais c'est des efforts que j'aime pas trop. Ah Moi, ouais. j'aime bien quand c'est du 8-12 heures l'effort. C'est vrai que, Ouais, mais 8-12 heures, c'est pas 22 ou 21. ouais, alors, 22, il y a vraiment que l'UTMB où j'accepte de me faire mal aussi longtemps. Moi, pour l'instant, je suis pas prêt à faire un autre 100 miles que l'UTMB.
Mais sinon, ouais, c'est mes autres objectifs à côté, ça va surtout être des 80 à 120 kills. Ouais, ok. Mais Et juste ce qui est marrant, en fait, c'est que maintenant, on me perçoit un peu comme un athlète rapide sur route, même si voilà, il y en a qui sont sous les 28 minutes des trailers. Mais il y a 2 ans encore, j'avais un chrono, je descendais pas sous les 35 quoi, sur route. Et ouais, mais peut-être mon parce que tu frère l'as était jamais vu fait. comme quelqu'un de rapide et Ah moi ouais, comme un randonneur en fait. ah Et ouais, ça a basculé, ouais, c'est marrant, ça a basculé assez vite. ok. Je veux bien qu'on parle du marathon alors. Marathon de Valence, t'envisages quoi? Souvent les trailers, par contre, vous êtes forts sur marathon. Et vous pouvez les enchaîner par rapport à nous sur route, c'est impressionnant. Ouais. Comme quoi le volume, tu récupères mieux. Ouais. C'est quoi ton objectif à Valence? Alors si j'y vais, j'aimerais beaucoup. Il y a 2 objectifs. Le premier, c'est quand même passer sous les 2,30. Je pense que voilà, c'est du 3,33 au kill si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est quelque chose que je peux assez bien tenir vu les séances que je passe. Et l'objectif, on va dire le plus gros objectif, ce serait, juste pour l'ego, il y en a, ils vont pas aimer quand je dis ça, le record, de France, féminin qui doit être en 2,22, De 23, de 23. 2,23. Mais le problème, c'est qu'il descend assez vite. Il faudrait pas trop qu'il descende parce que déjà Ouais, 2,23 ça. alors sans te manquer de respect, là sur le premier, si tu arrives à faire le record de France féminin, t'es bon. Hein. Mais après, C'est... je suis relativement bête, hein. Moi, je vais partir sur ces bases-là, quitte à me prendre le mur, du 15e kill, tu vois? Je vais créer un nouveau mur dans le marathon. Ouais. Le problème, c'est que si je te dis ça en toute amitié, mais si tu pars sur les bases du record de France féminin, t'es plutôt pas sûr de faire les moins de 2h30 si tu sautes là. Ouais, mais je pense que je prendrais clairement des risques. Après, j'ai un problème, c'est que je vais pas être dans le bon sas à Valence. Ouais. C'est que j'aurais beau négocier ce que je veux, ma seule référence route, c'est le 10 kilomètres où je suis en 31,19 exactement. Et ça me permettra pas d'avoir un sas pour faire, même pour faire 2,30. Je pense pas être dans le sas 2,30 en donnant cette référence-là. Donc, Ok. je serais quasiment obligé de préparer un semi-marathon, je pense, un mois avant pour avoir une meilleure référence et peut-être gratter des sas. Ouais. Et l'UTMB, donc c'est fin août, j'imagine. Prépa Valence, généralement c'est début septembre. Tu vas faire quoi? Tu vas couper 15 jours? Une semaine? Bon, alors, une semaine complète, c'est sûr. Après, peut-être qu'au bout d'une semaine, je vais déjà reprendre des footings tranquilles, puis au bout de 2 semaines, remettre les premières intensités, mais assez cool. C'est vrai que moi, j'aime bien prendre un bon mois avant de refaire ce que j'appelle des vraies séances de prépa. Et un marathon, t'en as jamais fait? Non, j'avais fait la prépa justement l'an passé déjà pour Valence, parce que je savais que j'avais pas de dossard, mais moi ça me plaît beaucoup de faire les prépas. La course, à la limite, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas là où je prends le plus de plaisir. Moi, j'ai pas de plaisir en course, que ce soit en trail ou sur route, pour les 2 kilomètres route que j'ai fait dans ma vie. C'est vraiment la prépa, moi, que j'adore là-dessus. Ouais. Et juste un conseil aussi sur marathon, tu vois, Patrick Bringer, donc l'entraîneur d'Hugo, me disait que pour te dire la violence du marathon, il me disait que au niveau courbature entre un UTMB et un marathon, il me disait c'est pas comparable. Il me disait l'UTMB, tu récupères bien mieux qu'un marathon. Il me disait c'est pas comparable en termes de jours de récup. Ouais, bah, au niveau des chocs, je pense que c'est sûr que déjà, tu es sur route, plus, bah voilà, c'était en 3,20, 3,30. Musculairement, ça tape, hein. Faut quand même allonger la foulée. Pour nous, c'est pas hyper naturel, on le fait pas toute l'année en plus. Donc je pense qu'un trailer sur marathon, alors oui, il peut les enchaîner, mais il a des sacrées courbatures à la fin, hein. C'est vrai que Ouais. pour nous, c'est plus dur un marathon que faire un 100 km en trail, je pense. Et un autre petit détail, prendre un gel à donc 3,25 au kill, c'est pas comme prendre un gel en montée en randonnant. Et ça, c'est Ouais, non, différent, ouais. c'est sûr que c'est pas naturel, ouais. Ouais, J'ai essayé sur 1 ou 2 séances et ouais, tu souffles pas mal à la fin de ton gel. ouais. Ok, mais on sera ensemble alors à Valence. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire alors. Je- Ouais, bah moi, il y a rien de sûr, mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même. Ouais. Après, des trailers, ouais, comme je te disais, il y en a des bons. Hein. Moi, Johan Stuck, il m'impressionne vraiment sur marathon. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr qu'il va vite. Même un Mathieu Blanchard qui avait fait Paris, qui est pourtant pas le marathon le plus rapide, Ouais. ça sort des sacrés chronos hein, maintenant, les trailers. Et là, la prépa, tu vas faire comment? Tu vas te greffer à un groupe d'athlètes, donc. Ouais, totalement. Ouais. Puis c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on a un groupe assez homogène en plus vers chez moi. Ce qui fait qu'ils vont viser entre 2,25 peut-être pour le meilleur et 2,30 à aller jusqu'à 2,45 on va dire pour les moins bons du groupe.
Donc, ce qui fait que sur les séances, on a relativement les mêmes vitesses et c'est assez sympa quand même. Et entre-temps, tu vas faire tes propres footings. Comment tu vas bricoler? Ouais, alors, ce qui sera différent, c'est que pour les séances de vitesse, je serai avec eux. Mais après, forcément, moi, j'aime avoir un gros volume quand même. Donc, à côté, je vais rajouter pas mal de séances. Puis, je pense que je vais garder 1 ou 2 séances un peu dénivelées aussi par semaine. Parce que voilà, j'ai toujours quand même en tête le trail et j'aime pas couper totalement 3 4 mois en faisant 0 mètre de dénivelé. Ouais. J'aime bien garder un petit rappel dans la semaine, ce qui évite d'avoir des monstres courbatures quand vraiment tu te remets au trail. Et ce qui logiquement devrait éviter les blessures, même si cette année c'est pas mon fort. Ah ouais, c'est ça. Tiens, tu m'amènes un truc, j'allais oublier. Ton objectif, c'est l'UTMB. Là, on est au puits 2 mois et demi avant. T'es un peu blessé au genou. C'est pas risqué, là? Dans une démarche de haut niveau et de professionnalisation, justement. Si, totalement, mais c'est vrai que j'ai pas réussi à prendre la décision de ne pas venir, ce qui aurait été la meilleure décision, hein. Je peux demander à n'importe qui me conseillerait de pas être au départ. Mais voilà, j'espère toujours un miracle. En fait, j'ai galéré depuis mars avec la jambe droite et le plateau tibial. Donc c'était musculaire, mais voilà, pendant 10 semaines, ça m'a gêné. Enfin, cette douleur a quasiment disparu. Il reste, allez, une mini gêne. J'étais content. La semaine passée, je repasse vraiment une belle séance le vendredi. Et le samedi, super mal au genou gauche. Derrière 48 heures de repos complet, au final, je recours et c'est pas passé. Cette semaine, j'ai quand même voulu faire la plupart des entraînements planifiés, mais, euh, mais je dois serrer les dents, même sur 10 km. Demain, il y en a 85 à faire. Je vois pas comment ça peut bien se passer, mais je peux pas m'empêcher de croire un peu à un petit miracle. Parce qu'en fait, la forme, elle est vraiment bonne. J'ai réussi à la refaire monter sur ces 4 5 dernières semaines. Et je sens que sans le genou, il y a quelque chose à faire, mais je vois pas comment il pourrait me laisser tranquille. Mais c'est vrai que j'ai pas réussi à prendre la décision de ne pas prendre le départ. Et une question bête, tu vas courir sous anti-inflammatoire, tu vas prendre des... Non, parce que Non. dans tous les cas, de toute façon, c'est interdit. C'est interdit? Ouais, sur les bas UTMB, vraiment, c'est dans le règlement. Anti-inflammatoire, t'as pas le droit. Alors, je pourrais Ouais, prendre mais des attends, mais Doliprane qui sont comment il autorisés. le... C'est compliqué à prouver. Ouais, alors, on sait tous qu'il y aura pas de contrôle, hein. Mais après, voilà, il y a un règlement, tu le respectes. Ok. Mais dans tous les cas, en fait, masquer la douleur sur une course qui est même pas un objectif pour moi. J'avais vraiment le Ventoux comme objectif. Et puis l'UTMB, le Saint-Jacques, c'était plus une course de prépa. Masquer la douleur là-dessus pour ensuite être blessé tout l'été. Parce que tu peux la masquer le jour J. Le lendemain, elle ressortira, puis elle ressortira en 100 fois pire. Parce que tu Ouais. auras forcé sur quelque chose que tu sentais pas. Donc pour moi, ce serait pire que tout de faire ça. Donc je vais surtout rien prendre pour justement ressentir la douleur et me faire arrêter. Parce que si je la ressens pas, je vais forcer dessus, puis Et je vais qu'est-ce qui va cracher. faire que t'arrêtes ou pas? C'est quoi? C'est la douleur extrême? Tu te fixes un truc, j'en sais rien, à 8 sur 10 de douleur, j'arrête ou... En fait, si j'arrive plus à avoir ma foulée, Ah oui. donc si je commence pas forcément à boiter, mais que je sens là au bain, tu cours plus comme tu as l'habitude en footing, c'est ça qui me fera arrêter. Parce Ouais. que le problème, c'est que j'aurai mal au genou, mais en plus, en dégradant la foulée, euh, potentiellement, je vais me blesser autre part, en fait. Parce que je Ouais. vais tirer sur des muscles qui n'ont pas l'habitude, des tendons ou autres. Et là, ce serait pire que tout, justement, d'insister sur une foulée qui n'est pas la mienne. Ouais. Joseph Mestrallet encore me disait qu'il s'était plaint que, pareil, un grand trail du Mont Blanc, je mélange tous les noms parce il y a tellement de courses au même endroit en trail. Il se plaignait qu'il n'y avait pas eu de contrôle antidopage. Toi, t'en as des fois des contrôles antidopage? J'en ai eu un en 2018. Ok. C'était sur le Challenge Salomon en Ubaye. Tu trouves qu'il n'y en a C'était... pas assez en trail? Bah ouais, parce que le problème, c'est que l'argent, il arrive en trail. Voilà, maintenant, on sait qu'il y en a qui ont des vrais salaires, hein, qui... J'ai vu passer les chiffres, je sais plus où là. Bah, c'était Goulven, justement, le fondateur de l'agence Fresh Touch, qui disait, là, en gros, les 30 meilleurs Français qui ont entre 100 000 et 1,5 million pour vraiment celui qui a le plus. Ah ouais, le 30e Mais gagne 100 000, quoi. déjà, ouais, Ouais, c'est quand on pas se dit mal, que le hein. 30e Pas gagne mal. 100 000, Ouais. au bout d'un moment, il va falloir des contrôles parce que Oui. sinon, ça va donner comme d'autres sports l'envie de stopper pour Ouais. gagner sa vie. Ouais, parce qu'ils interdisent les anti-inflammatoires, mais comment ils le contrôlent s'il n'y a pas de Alors contrôle sur préventif? l'UTMB, il y a quelques contrôles, mais ça reste ultra light.
Après, le problème des contrôles antidopage, si tu veux en faire pendant les courses, c'est que c'est la course qui doit le financer. Et alors, j'ai aucune idée des prix, mais de ce qu'on sait, c'est très cher de faire venir des agences pour contrôler ça. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de donner des dossards aux influenceurs et payer des contrôles antidopage. Non, c'est sûr que moi, je serais vraiment pour que les contrôles soient beaucoup plus poussés, qu'il y en ait beaucoup plus. Ouais. Mais voilà, après, je sais que l'argent limite ça aussi. Dernière question, qui est-ce que tu vois gagner l'UTMB cette année? Je verrais bien un Ben Diemen qui est quand même très impressionnant. L'an passé, voilà, il en était déjà pas si loin. Quand on voit ses entraînements et ses performances en course, quand même, je pense qu'il peut vraiment gagner l'UTMB malgré le fait qu'il y ait tout le monde. Pour moi, ça peut être le meilleur mondial. Ouais. Et le premier français? Allez, pour faire plaisir à tout le monde, un Théo Détienne. Ok. Je te remercie, Aubin, c'était intéressant et bonne course demain malgré ta douleur au genou. Ouais, petite prière, puis on verra demain matin. Potentiellement, j'arrêterai au bout de 10 kills. Et autre erreur de débutant, tiens, pour les auditeurs, le départ est à Monistrol, sauf qu'en Haute-Loire, il y a 2 Monistrol, ta copine a réservé au mauvais endroit et tu te retrouves à 1 heure du départ. Ouais, effectivement, on n'est pas dans la bonne ville. Bon, c'est pas grave. Allez, bon courage. Merci, Aubin. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 17 juin pour bénéficier de 20% sur tous les produits Impulse avec le code BORN. À bientôt sur Born Podcast.